Chers visiteurs et visiteuses, bienvenue sur Histoire Appliquée. J'ai voulu sortir quelques vidéos sur les Gaulois, mais comme visiblement ça vous passionne et que vous avez énormément de questions, on va continuer un petit peu dans cette voie en parlant de l'armement et du guerrier gaulois pendant la guerre des Gaules. Bref, ouais, on va parler de la bagarre. La bagarre! Rappelons que la guerre des Gaules, c'est le conflit qui opposa plusieurs peuples gaulois aux Romains. L'épisode le plus connu, à la fin de cette guerre, ce sont les affrontements entre les Gaulois de Vercingétorix et les Romains de Jules César. Vercingétorix sera finalement battu à Alésia, en Bourgogne, et le territoire défini comme la Gaule passe officiellement sous contrôle des Romains. Le combattant gaulois à cette époque, c'est un guerrier, alors que le combattant romain, c'est un soldat. La différence, elle est assez simple, un guerrier va se battre par obligation sociale, que ce soit sa principale activité, son rôle dans la société, ou une activité secondaire qu'il doit faire lorsque les circonstances l'y obligent. Par exemple, vous avez des guerriers professionnels, aristocrates ou gardes du corps, mais également des fermiers à qui on va demander de prendre les armes en temps de guerre. Le légionnaire romain, lui, c'est un soldat, c'est-à-dire qu'il est payé pour faire la guerre, c'est son métier à lui, à temps complet. Le salaire d'un soldat est appelé solde, et c'est pour ça que quelqu'un qui touche la solde est un soldat, tout simplement. Donc à ce moment-là, il y a grossièrement trois types de guerriers gaulois. En premier, les combattants d'élite, qui peuvent être des nobles ou des guerriers professionnels. Guerriers professionnels, ça peut être des gardes du corps ou des membres d'armées privées, etc. Ils sont généralement très bien équipés et peuvent se battre à pied ou à cheval. Ensuite, on trouve les combattants moyens, qui vont constituer le gros des armées. La guerre, c'est rarement leur activité principale, et ils sont équipés également moyennement. Donc des protections moyennes ou faibles, et un armement de base, c'est-à-dire une lance et un bouclier. Enfin, on va trouver les troupes de jet et de trait, c'est-à-dire dont le rôle est le combat à distance. Ce sont majoritairement des jeunes qui font peut-être leur première expérience du combat, ou des combattants qui sont plutôt pauvres. Voilà, maintenant que vous avez une meilleure idée des types de guerriers, je peux vous parler de leurs armes, et puis on verra les armures dans un prochain épisode. Mais avant de développer un peu sur ces beaux outils conçus pour cultiver l'amour de son prochain, parlons un peu du sponsor du jour qui est à nouveau le jeu Bloodline Heroes of Lithas. Bloodline est un RPG mobile où vous allez devoir monter votre équipe de champions venus de différents clans de cet univers de fantasy, le tout pour venir à bout des ténèbres qui se sont emparés du monde de Lithas. Derrière ce principe en apparence assez simple se cache en fait un véritable jeu de gestion de votre royaume pour entretenir votre équipe de héros. Exploration de terres inconnues, vous avez des résolutions de questions politiques, des constructions de quartiers d'artisans afin de générer des ressources, vous avez même la possibilité de marier vos champions pour créer de nouveaux héros sur mesure et progresser dans l'histoire. Vous pouvez ainsi combiner les gènes de deux races différentes pour que leurs héritiers deviennent encore plus forts. Alors il y a régulièrement des événements sur le jeu, en ce moment évidemment c'est celui d'Halloween qui sera lancé le 27 octobre avec des héros vampires plutôt cool. En plus de ça les graphismes sont vraiment chouettes et ça rend le tout vraiment plaisant. En suivant mon lien dans la description, vous pourrez essayer le jeu gratuitement, avoir un champion vampire gratuit également à partir du 27 octobre et démarrer avec un gros pack de ressources pour commencer votre aventure dans les meilleures conditions. Moi-même je l'ai testé et je n'ai même pas réussi à l'entamer en plusieurs heures de jeu, donc je peux vous dire que vous avez un petit peu de marge. Merci à Bloodline de sponsoriser cette vidéo et de me permettre de faire vivre cette chaîne parce que c'est important, et il est temps à présent de nous lancer dans nos armes de corps à corps en commençant justement par la lance. Et je dis on se lance dans nos armes de corps à corps, mais la lance n'est pas une arme de jet, contrairement à ce que le nom pourrait faire croire, mais bien une arme de corps à corps que l'on va garder dans la main. La première arme des Gaulois, c'est la lance, et pas l'épée. L'épée c'est devenu tellement emblématique dans nos esprits qu'on oublie un peu trop souvent que dans beaucoup de périodes, ça n'est pas du tout la première arme. Ni l'arme tout court d'ailleurs, mais j'y reviendrai. Bon. Les Gaulois combattent donc avant tout avec une lance et un bouclier. La lance, c'est donc basiquement un truc qui pique au bout d'un bâton. Et ça, les Gaulois, ils savent vraiment bien faire. On retrouve donc beaucoup de fers de lance différents, plus ou moins grands, plus ou moins larges, plus ou moins lourds. Certains sont tranchants également. Et on en retrouve avec des arêtes centrales, exactement comme celui-ci, qui va aller sur ma prochaine tenue de reconstitution gauloise. La lance a une longueur qui est assez variable, mais globalement, le fer, cette partie-là, doit dépasser de la tête du guerrier, le tout pouvant être manié à une main. On trouve parfois à l'autre bout de la lance un talon, ici j'en ai un. Voilà, l'usage peut être assez multiple, il peut offrir un petit contrepoids pour faciliter l'usage de l'arme à une main, mais également servir de pointe de secours si la hampe s'est brisée au niveau du fer de lance, juste là.
On peut plus facilement planter sa lance dans le sol et faire le malin avec, j'adore faire ça, mais également achever facilement ses adversaires. Alors cela peut vous paraître étrange, mais les Grecs décrivent cette pratique sur leur propre lance à talons, appelée sauroter, autrement dit le tueur de lézards. Cela pourrait permettre de rester à la fois en formation et de piquer les blessés au sol pour les achever. Voilà, c'est oui, très grosse ambiance, hein, c'est l'armement, quoi. Voilà. La lance est une arme tellement importante qu'on va la retrouver dans le nom même de certains peuples. C'est le cas par exemple des Lémovis, le peuple gaulois de l'actuelle région de Limoges et de Charente-Limousine. Lémovis, Lémo-Wikes, cela veut dire qui vainque par l'orme. On peut imaginer que l'orme faisant un bon bois de hampe pour les lances, c'est possiblement une référence à ces dernières. Les mentions d'essence de bois ne sont d'ailleurs pas rares dans les noms gaulois, on le retrouve par exemple chez les peuples des Éburons, les Éburovis, Éburo-Wikes, qui vainquent par l'if. Alors la deuxième arme emblématique des Gaulois, c'est, hop là, le bouclier. Sans son bouclier, un Gaulois est déjà presque mort. Alors basiquement, il s'agit d'un plateau en bois de forme ovale, dont la taille est adaptée au porteur. On y trouve au centre une poignée qu'on appelle une manipule et que je vais vous montrer là. Hop, la main passe à travers le plateau et est protégée sur la face du bouclier par un nimbo. Il en existe globalement deux modèles. Ici un modèle dit papillon, parce qu'il a la forme d'un papillon, quoi, c'est assez facile, et qui vient compléter une spina. La spina, c'est cette arête en bois qui améliore la solidité et la durabilité du bouclier, tout en protégeant la main. Le deuxième, c'est un nimbo rond, comme celui-ci, en métal, et dont les différents modèles vont perdurer jusqu'à la fin du Moyen-Âge dans nos contrées, et il y a quelques siècles à peine dans d'autres régions du monde. C'est dire si la chose est bien pensée. Alors le bouclier gaulois, il est globalement assez léger, et destiné autant à se défendre qu'à attaquer en donnant des coups avec la tranche par exemple. On trouve d'ailleurs parfois des renforts métalliques sur les deux tranches, je vais vous montrer ça, on appelle ça des orles, vous voyez, c'est ces parties-là, là. Et ça permet d'améliorer la solidité et le côté destructeur en cas d'impact. Voilà, c'est très pratique et très efficace. A noter que le bouclier gaulois est considéré comme consommable, c'est-à-dire qu'on peut facilement changer la spina ou le plateau et garder les pièces métalliques pour remonter de nouveaux boucliers. Alors petit fun fact parce que ça fait jamais du mal à la curiosité, César nous raconte qu'après avoir été obligé de rendre les armes, un peuple gaulois fabrique à la hâte des boucliers en écorce et en osier tressé, le tout recouvert de peau pour reprendre le combat dès le lendemain. Voilà, c'est un peu joueur les Gaulois. Alors si je m'écoutais, je vous raconterais plein de petits trucs rigolos comme ça, mais la vidéo ferait 3 heures, donc on va éviter. Dites-moi quand même dans les commentaires si ça vous plaît, et je vous ferai la même chose pour les armes et les armures des Romains, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi. Je pourrais aussi le faire sur d'autres périodes, bref, si le format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Alors l'épée gauloise, elle a fait couler beaucoup d'encre et continue d'en faire couler. Probablement réservée aux guerriers d'élite, il s'agit d'une lame plutôt longue, comme vous pouvez le constater, au tranchant parallèle avec une pointe effilée ou arrondie, comme c'est le cas ici. La garde n'est pas particulièrement large et le pommeau juste ici évite que la main ne glisse. L'usage de cette arme est essentiellement de taille pour trancher, mais évidemment on peut porter des coups d'estoc pour piquer, c'est pas à exclure selon les modèles, évidemment. À elle seule, l'épée gauloise pourrait résumer le talent et le savoir des forgerons gaulois, qui étaient bien, extrêmement réputés en leur temps, y compris auprès des autres peuples. Reste qu'on en connaît de tailles très différentes, certains semblent assez longues et massives, d'autres plus fines et légères, et il n'est pas à exclure qu'il y ait eu une adaptation aux différents guerriers, mais aussi à des approches différentes du combat. Et ça, je trouve ça assez passionnant. Fait amusant d'ailleurs sur ces épées, c'est qu'elles ont traditionnellement, comme c'est le cas ici, un fourreau entièrement en fer martelé et soudé. Alors basiquement, j'essaie de le détacher pour vous montrer. Ce sont deux tôles dont l'une est repliée sur l'autre, le tout maintenu par des barres transversales, au nombre et à la disposition assez variée. Vous voyez ici, il y en a quelques-unes, pardon. Le tout est entièrement démontable, c'est facile à entretenir, ça peut se réajuster avec peu d'efforts, les pièces sont changeables, bref, c'est un objet qui semble anodin, mais qui est tout à fait remarquablement bien conçu. Sur le maniement et les détails plus précis de la panoplie lance, épée, bouclier, je vous renvoie aux vidéos de Nota Bene sur le sujet, que je vous mets juste là en description. Elles ont été faites avec les copains d'Acta et le docteur Guillaume Reich, spécialiste européen en armement gaulois, pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Actuellement sur internet, vous ne trouverez absolument pas mieux sur le sujet, donc allez-y si vous ne les avez pas vus. La question des couteaux de combat chez les Gaulois est vaste et pour le moment difficile à résoudre. Disons qu'il y a suspicion de couteaux de combat. Alors quand je dis couteau de combat, il faut bien différencier deux choses. Les couteaux que l'on va porter sur soi en dernier recours, un peu au cas où ça puisse servir, qui sont des couteaux utilitaires, et les couteaux qui sont spécifiquement faits pour le combat, comme ces deux-là par exemple.
Ces couteaux spécifiquement faits pour le combat sont difficiles à identifier parce que les sources textuelles semblent en parler assez peu. L'archéologie nous a livré quelques éléments dont le plus célèbre d'entre eux est le fameux couteau de Tavan, ici une reproduction de ma fabrication. Il a été retrouvé dans une tombe tout juste après la guerre des Gaules, on peut donc penser que son porteur a vécu pendant la guerre des Gaules. Alors il est difficile de savoir s'il était destiné plutôt à la chasse ou à la guerre, voire peut-être aux deux, reste que sa construction fait une lame assez solide et idéale pour des situations de combat rapprochés, d'autant que d'autres indices pourraient nous laisser croire qu'il a existé des couteaux de combat, affaire à suivre grâce au progrès de l'archéologie dans les prochaines années. Chez les Gaulois, on trouve globalement 3 types d'armes à distance, les javelots, les frondes et les arcs. Les javelots, c'est le même principe qu'une lance, sauf qu'une lance ne se lance pas et qu'on préfère lancer des javelots. J'espère que vous me suivez. L'idée des javelots, c'est que c'est conçu pour être lancé afin de désorganiser les lignes adverses ou provoquer des pertes. Les javeliniers sont souvent équipés de manière assez légère afin de pouvoir opérer rapidement sur le champ de bataille. Il n'est pas à exclure cependant l'utilisation de javelots dans les lignes de bataille principales en amorce d'un affrontement au corps à corps. Alors ensuite, on a la fronde. Ça a l'air d'une arme un peu nulle, mais c'est une de celles qui a été utilisée le plus longtemps par l'humanité. Je vous prépare un bel épisode sur le sujet d'ailleurs, vous devriez être surpris. Les Gaulois utilisent des frondeurs qui expédient des galets ou des balles en céramique, à savoir de l'argile durcie. Alors ça n'a l'air de rien comme ça, l'argile durcie, mais en gros, ça vous permet de fabriquer des cailloux qui ont tous à peu près la même taille et à peu près le même poids, ce qui va améliorer considérablement la précision des frondeurs. Ces frondeurs d'ailleurs dans l'Antiquité sont considérés comme de redoutables combattants, capables d'abattre leur cible à distance avec une précision absolument terrible. Avec ça, on peut sans souci briser des crânes, je vous le garantis, et César raconte une histoire à propos de ça. Il dit qu'un de ses légats, un officier de l'armée romaine, a eu la mâchoire défoncée par un tir de fronde gauloise. Là encore, eh bien ça ne rigole pas. Les Romains utilisaient aussi des balles en plomb pour leurs frondes, ce qui leur permettait de percer les casques en métal, mais ça, on va en reparler très rapidement. Enfin, l'arc. Alors on a assez peu d'indications sur les arcs des Gaulois, même si nous avons retrouvé un certain nombre de pointes de flèches, simples le plus souvent, on a tout de même retrouvé certains modèles avec des barbillons, hein, c'est-à-dire que c'est des modèles, des pointes comme ça, en forme de 1 finalement, qui rendent impossible le retrait facile de la flèche. Oui, on est toujours dans cette très bonne ambiance, hein, évidemment, c'est la guerre quoi. L'arc lui-même, eh bien c'est difficile à dire. Les mentions de peuples utilisant le bois dans leur nom, on en parlait tout à l'heure, eh bien pourraient parfois indiquer une essence de bois d'arc plus que de bois de lance. Le type de modèle est inconnu, même si nous en avons un bel exemplaire culturellement proche, retrouvé quelques siècles auparavant dans la tombe du Glauberg en Allemagne. Il serait daté de 400 avant notre ère. C'est un très joli modèle qui mesure à peu près 1 mètre, avec une double courbure et fabriqué dans un bois décoré absolument magnifique. Mais ça reste difficile de le rapprocher de ceux de la guerre des Gaules. C'est certes notre modèle le plus proche, mais avec un décalage de plusieurs siècles tout de même, et dans une zone géographique un peu voisine. Le plus prudent dans ce genre de cas, c'est de prendre un arc monoxyle, c'est-à-dire d'une seule pièce de bois simple et de taille moyenne, exactement comme celui-ci. Voilà, ça pourrait être un arc de chasse. D'ailleurs, l'arc semble avoir été une arme de chasse à la base en Gaule, mais César en parle plusieurs fois comme ayant été utilisé également en contexte de guerre de manière à peu près normale. D'ailleurs, après la prise de Bourges par les Romains, il est dit que Vercingétorix a rassemblé les nombreux archers de Gaule pour servir dans ses propres armées. Reste que l'aspect, la construction, l'efficacité de l'arc chez les Gaulois, eh bien ça nous pose encore beaucoup de questions. On espère que l'archéologie va pouvoir progresser là-dessus dans les prochains temps et nous fournir de belles réponses. Et on a fait là le tour des armes gauloises les plus courantes. Cela dit, on retrouve ça et là des indications qui font état d'utilisation d'armes qui semblent moins courantes dans les mains des Gaulois, mais toutefois elles sont bien présentes, citons-en quelques-unes d'intéressantes. J'aime bien celui-là parce que, vous vous souvenez des javelots de tout à l'heure? Bah imaginez la même chose, mais tout en métal, plus grand, plus lourd, ça fait plus de dégâts, ça se tord si on veut le retirer, c'est un bien bel objet, mais dont les dégâts devaient être absolument terrifiants. Il semble que ce javelot ait été utilisé plus dans une tradition des Celtibères, c'est-à-dire des Celtes habitant sur des ensembles de territoires, en partie sur l'Espagne et le Portugal actuels. Bon alors c'est difficile d'évaluer la fréquence réelle d'utilisation dans les conflits de la guerre des Gaules de cet objet, mais eh bien, le soliférum semble apparaître ici ou là, un peu pour notre plus grand plaisir, j'ai envie de vous dire. Probablement pas pour celui de ceux qui s'en prenaient un dans le nez, cela dit.
Alors la falcata, c'est une arme celtibère dont la forme serait héritée des machaira grecs. Basiquement, c'est une sorte de proto-sabre. On en retrouve des très longs durant la période grecque et macédonienne, mais il semble que les falcatas ibériques aient été probablement destinés plutôt à l'infanterie. On a quand même avec des cavaliers, mais plutôt à l'infanterie, avec une lame assez massive, un seul tranchant, souvent relativement courte. César nous indique dans la guerre des Gaules qu'un légionnaire a eu un petit souci avec une falcata utilisée par un Gaulois, justement, c'est comme ça qu'on le sait. Cette dernière a été maniée avec force et a défoncé le casque du légionnaire, en enfonçant le casque dans le crâne, rendant le tout évidemment très douloureux, mais surtout, il était toujours vivant, c'est juste qu'il ne pouvait plus du tout enlever son casque après cette aventure. Un peu gênant, je pense, quand même. Eh bien oui, comme je vous l'explique depuis plusieurs vidéos, finalement les Gaulois et les Romains n'étaient pas si éloignés que ça, et il n'est absolument pas à exclure qu'ils aient utilisé des armes similaires, c'est particulièrement visible sur les protections, qui semblent même communes aux deux peuples. Ça, on va en reparler. Mais le glaive romain, par exemple, le glaive césarien, on a tendance à l'imaginer très court, comme les modèles impériaux qui vont arriver bien après la guerre des Gaules. Et bien à l'époque de César et Vercingétorix, ce glaive était plutôt long, aussi long que certaines épées gauloises. De la même manière, il est possible que les Gaulois aient pu utiliser des sortes de pilas romains, des javelots avec des têtes métalliques très longues, capables de rester coincés dans les boucliers. De ce côté-là, eh bien écoutez, les recherches et les hypothèses sont encore en cours, et ce sera justement l'objet de ma deuxième vidéo sur Vercingétorix, qui arrivera probablement l'été prochain. Vous m'avez beaucoup posé la question de savoir quand elle arriverait. Il me faut le temps de fabriquer des choses, de faire beaucoup de recherches aussi, donc ce sera l'été prochain. J'espère que ce petit tour simple de l'armement gaulois vous a plu. Comme je disais, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, je ferai la même chose sur les Romains, et eh bien pourquoi pas sur d'autres périodes, et sur d'autres peuples bien évidemment. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos, likez, partagez, commentez cette dernière pour la faire connaître comme d'habitude. Eh ben c'est important, c'est ça qui fait avancer mon travail, et on se retrouve bien entendu rapidement pour un nouveau sujet, mais d'ici là, n'oubliez pas que je vais attraper ma tasse pour vous rappeler que l'histoire est vivante. Ladies and gentlemen.